La Pologne qui achète de l'or à tour de bras, la Chine et les États-Unis qui placent leurs pions autour de Taïwan et la BCE qui court après l'inflation, voici le nouveau sommaire de l'Hebdor, votre revue de presse hebdomadaire autour de l'or, des métaux précieux, de l'économie et de la géopolitique. Entre le début d'année et le mois de juin 2023, la Pologne est le pays du monde qui a acheté le plus d'or devant la Chine. C'est le rapport semestriel du World Gold Council sur les achats d'or des banques centrales qui nous l'apprend. 48 tonnes d'or ont rejoint les coffres de Varsovie pour seulement 45 tonnes d'or pour Pékin. Et les autorités polonaises ne se sont pas arrêtées là, nous explique le rédacteur en chef du blog L'Or et l'Argent, Benjamin Rosor. Pendant l'été, les acquisitions se sont poursuivies. Aujourd'hui, le stock d'or de la Pologne a dépassé les 315 tonnes. En quelques mois, le pays est passé de la 21e place à la 15e place dans le classement des stocks d'or des banques centrales, un mouvement entamé en 2019 avec un achat de 100 tonnes d'or cette année-là. Si la Pologne s'est bien intégrée à l'UE, elle a conservé sa monnaie, le zloty, mais il lui faut des réserves monétaires assez fortes pour soutenir éventuellement sa monnaie. Entre dollars, euros et roubles, la banque centrale polonaise se retrouve coincée entre de grands blocs. Visiblement, à partir de 2019, les autorités du pays ont anticipé les tensions entre ces puissances. La suite des événements leur a donné raison. L'économie polonaise allait alors bien jusqu'en 2021 et elle a même passé la crise sanitaire sans encombre. Mais en février 2022, tout a changé avec le conflit entre l'Ukraine et la Russie. La Pologne a de nombreux kilomètres de frontières avec l'Ukraine, la Biélorussie et même la Russie avec l'enclave de Kaliningrad. Évidemment, ce n'est pas bon pour le business. En plus, le pays a dépensé pratiquement 10 milliards d'euros pour l'accueil des réfugiés ukrainiens. Dans le même temps, l'inflation s'est envolée comme pour tous les pays frontaliers du conflit. En 2023, l'inflation en Pologne est de 10%. Le responsable de la Banque centrale polonaise a donc décidé d'utiliser l'or pour soutenir son économie et sa monnaie. Ce renforcement des stocks est aussi sans aucun doute un moyen de montrer à ses voisins, anciens pays de l'Est, qu'ils sont les leaders de la région. Ainsi, la Hongrie, qui a elle aussi été acheteuse pendant des années, ne dépasse pas les 95 tonnes d'or. Même la Roumanie, pourtant productrice d'or, est loin derrière la Pologne, avec aujourd'hui un stock 3 fois moins important. Les stocks d'or des banques centrales sont des armes financières et politiques importantes. Plusieurs pays ont choisi de les renforcer ces dernières années. C'est la stratégie choisie notamment par Vladimir Poutine pour la Russie bien avant 2014. Une anticipation des sanctions occidentales en cas de déclenchement d'un conflit avec l'Ukraine en est l'explication. Le blog de Verakash nous explique que les banques centrales gèrent les réserves de change d'un pays. En général, comme un petit épargnant, les banquiers centraux évitent de mettre tous leurs œufs dans le même panier. Ainsi, un pays va détenir plusieurs monnaies sous forme de bons du trésor, de la dette souveraine, mais dans la réalité, les réserves monétaires sont en grande partie composées de dollars. Les volumes en euros en francs suisses ou autres couronnes des pays nordiques sont assez anecdotiques. Les économies sont très souvent dépendantes du dollar et pour réduire cette dépendance, des gouvernements décident d'acheter de l'or avec leur dollar. Avec le dollar, jusqu'à maintenant, l'or est la seule monnaie qui est reconnue partout dans le monde. En cas de besoin, il est possible de récupérer des liquidités, des matières premières ou même des armes contre de l'or. Allez, on en profite pour faire notre traditionnel détour vers le cours de l'or qui continue sa progression depuis la semaine dernière au point que l'once d'or a dépassé vendredi la barre symbolique des 1800 euros. Libellé en dollars, l'once d'or s'affichait hier au prix de 1926 dollars. Et on ne vous le répétera jamais assez, mais pour tous ceux qui veulent suivre quotidiennement l'actualité du cours de l'or, la disséquer, mieux l'appréhender et tout comprendre des zones d'accumulation rationnelle, c'est la chaîne de Trado qu'il faut aller voir, notre partenaire Tradosor que l'on salue et qui est la référence dans ce domaine très technique. Vous pouvez retrouver le lien de sa chaîne dans la description de la vidéo. Les tambours de guerre chinois et américains résonnent en bruit de fond et leur cadence va croissant. C'est ce que nous dit le journaliste Jack Thompson dans son article intitulé « Taïwan, la Chine et les États-Unis se préparent à un conflit d'envergure » et qui vient d'être publié sur le blog Elucide. L'un des premiers coups de tambour notables est l'œuvre de l'amiral Philip Davidson, le 9 mars 2021. Sur le point de se retirer après 39 années de service, le commandant de la flotte américaine Indo-Pacifique présenta au Sénat américain un bilan qui stupéfia ses auditeurs. Selon l'amiral, la République populaire de Chine se prépare à envahir Taïwan au cours des 6 prochaines années, soit au plus tard en 2027. D'ailleurs, en octobre 2022, tandis que le président Xi Jinping était réélu pour un 3e mandat au cours du 20e congrès du Parti communiste, les inquiétudes américaines sont montées d'un cran.
Le 20 octobre 2022, donc, c'était l'amiral, cette fois Michael Guildway, chef des opérations navales américaines, qui estimait que l'armée américaine devait se tenir prête car l'invasion de Taïwan par la Chine se précisait. Quand nous parlons de 2027, dans mon esprit, disait-il, cela signifie potentiellement 2023. Michael Gilday fondait alors ses prédictions sur les paroles du président chinois prononcées le 16 octobre lors de l'ouverture de ce 20e congrès du Parti communiste. La réunification de la patrie doit être réalisée et sera réalisée, martelait alors Xi Jinping. En janvier dernier, l'alarmisme américain a été exacerbé par un mémo interne du général de l'armée de l'air Michael Minihan qui a fuité sur les réseaux sociaux. J'espère me tromper, mon instinct me dit que nous combattrons en 2025, annonçait en préambule d'une note le général à la tête de l'armée de l'air. Ces assumptions sont basées sur la volonté de Xi Jinping d'en finir avec la question taïwanaise. Selon Michael Minihan, le président chinois dispose à la fois d'une équipe, d'un motif et d'une opportunité pour 2025. L'opportunité serait délivrée par les élections taïwanaises et américaines qui se dérouleront en 2024 et détournerait ainsi l'attention de Washington. Si le Pentagone a confirmé l'authenticité de ce mémo, Washington a affirmé soutenir cette thèse. Un conflit est possible, mais il ne serait pas aussi imminent que le général Minihan le redoute. Dans son article pour Elucide, Jack Thompson explique que face à Pékin, Taipei ne fait pas le poids. Que peuvent faire 24 millions de Taïwanais contre 1,4 milliard de Chinois? L'armée chinoise est dotée d'un budget de 225 milliards de dollars contre 19 milliards de dollars pour celle de Taïwan. Ces données brutes augurent d'une victoire écrasante de la Chine, sauf si les États-Unis s'en mêlent. The First Battle of the Next War, une situation organisée par le CSIS, tend à démontrer qu'un triomphe chinois n'est possible que si les États-Unis et ses alliés, entre autres Japon ou Philippines, ne réagissent pas vivement et ou si les lignes de défense de Taïwan sont renforcées si rapidement qu'il est déjà trop tard pour renverser le cours de la guerre. Dans le cas contraire, les armadas chinoises seraient détruites. Ce conflit ne serait pas pour autant une sinécure pour l'US Navy qui perdrait vraisemblablement 2 porte-avions nucléaires et verrait sa flotte sévèrement endommagée. Ce succès pourrait se terminer par une victoire à la Pyrrhus. Les capacités des chantiers navals chinois combleraient leurs pertes beaucoup plus rapidement que ceux des États-Unis, déjà à la peine pour maintenir la flotte américaine en état. Conclusion, même vainqueur, les États-Unis en sortiraient très affaiblis. Alors en l'état actuel des choses, le risque d'un affrontement d'ici à 2027 ne peut être écarté. Sous la férule de Xi Jinping, la Chine se prépare en tout cas à un conflit d'envergure. De leur côté, les États-Unis font de même. Une partie du haut commandement américain estime que les préparatifs ne sont pas assez avancés et le font savoir bruyamment. Au-delà de ce constat, seul l'avenir nous dira si la guerre autour de Taïwan aura lieu ou pas. Et pour terminer cette revue de presse, un petit détour par la BCE qui n'a fait que courir après une inflation incontrôlable, nous dit l'économiste Marc Toiti qui étrille l'institution européenne dans une tribune pour Capital. Selon lui, le maintien de la trop forte inflation actuelle en France s'explique notamment par le retard qu'a pris la BCE à admettre l'ampleur des dangers inflationnistes et à réagir en conséquence. Alors certes, depuis son réveil tardif en juillet 2022, le taux refi de la BCE est passé de 0% à 4,5% le 14 septembre dernier. La BCE a même annoncé que ses taux directeurs ne seraient désormais plus augmentés. Le problème est donc que l'inflation de la zone euro va rester encore très élevée, voire augmenter légèrement au cours des prochains mois, et ce d'autant que la dépréciation de l'euro va aggraver l'inflation des produits importés, et notamment des matières premières, dont les cours augmentent déjà nettement sur les marchés internationaux. C'est triste à dire, nous dit Marc Toiti, mais après avoir trop tardé à regarder la réalité en face et à resserrer sa politique monétaire tant qu'il en était encore temps, la BCE n'a fait finalement que courir après l'inflation et augmenter ses taux sans véritable impact sur cette dernière. Autrement dit, l'inflation est devenue incontrôlable, nous voilà prévenus. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi l'Hebdor et à mardi prochain pour une nouvelle revue de presse.